Je l'aimais, mais j'ai dû le dénoncer. Je ne pouvais plus le regarder voler sa propre famille. La femme sanglotait à la barre des témoins. Le procureur hocha la tête, son regard fixé sur Marcus, le père de famille assis au banc des accusés. Il allait finir en prison. Ses 2 filles jumelles de 9 ans, Aliya et Imani, observaient la scène en silence, le cœur serré. Le juge était prêt à entendre les plaidoiries finales. Ce que cette femme machiavélique ignorait, c'est que son plan parfait était sur le point d'être anéanti par un détail auquel elle n'avait jamais prêté attention. Papa ne volerait jamais d'argent. Jamais. Hurla Aliya Johnson, la voix brisée par les larmes qui inondaient son visage. La fillette de 9 ans se tenait au fond de la salle bondée du tribunal du comté de Suffolk, ses petits poings serrés le long du corps. « Chut, mon enfant, baisse la voix, je t'en prie », murmura sa grand-mère, Martha, en posant doucement une main sur son épaule. « Nous devons faire preuve de respect au tribunal. » À côté d'elle, Imani, la sœur jumelle d'Aliya, restait silencieuse. Ses grands yeux bruns parcouraient lentement la salle d'audience, scrutant chaque détail. Les 12 jurés, mal à l'aise sur leur siège, le juge au visage sévère ajustant ses lunettes, son père, Marcus Johnson, assis au banc de la défense, menotté, et surtout, sa mère, Christine, essuyant ses larmes à la barre des témoins. 3 jours plus tôt, leur vie était radicalement différente. La maison familiale des Johnson à Dorchester, un quartier de Boston, résonnait des rires et du chaos matinal habituel d'une famille se préparant pour la journée. « Les filles, le petit déjeuner est prêt », avait crié Marcus depuis le bas de l'escalier, ce mardi matin-là. 5 minutes, ou je mange vos pancakes. Marcus Johnson, un homme imposant de 42 ans, mesurait plus d'1,90 m, avec de larges épaules et des cheveux qui commençaient à grisonner sur les tempes. En tant que conseiller financier chez Morgan & Williams Financial Group, il était toujours vêtu de chemises impeccablement repassées et de chaussures lustrées, même pour prendre le petit déjeuner avec ses filles. « On arrive, papa », avaient répondu les jumelles à l'unisson. Cette matinée ordinaire fut leur dernier moment de normalité. À l'heure du déjeuner, tout avait basculé. Marcus Johnson appela une voix autoritaire depuis le seuil de la salle de conférence. Marcus leva les yeux de sa présentation et vit 3 personnes en costume sombre se tenant dans l'encadrement de la porte. « Oui, puis-je vous aider ?» Une femme aux cheveux blonds courts s'avança, ouvrant un portefeuille contenant un badge. « Police fédérale, agent Parker. Nous avons besoin que vous veniez avec nous, monsieur. » Le silence s'abattit sur la salle de conférence. Les 8 collègues de Marcus restèrent figés autour de la table, leurs papiers et leurs tasses de café oubliées. « Il doit y avoir une erreur, » dit Marcus, la voix calme malgré l'incompréhension qui se lisait dans ses yeux. « Aucune erreur, monsieur. » L'agent Parker s'approcha. « Marcus Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude électronique. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis que l'agent continuait de lui lire ses droits, 2 autres agents s'avancèrent avec des menottes. Le patron de Marcus, Richard Taylor, se leva de sa chaise. « De quoi s'agit-il » exigea Richard. « Monsieur Johnson est accusé d'avoir détourné 2,3 millions de dollars des comptes de ses clients, » déclara l'agent Parker. Marcus secoua la tête, les yeux écarquillés par le choc. « C'est impossible. Je n'ai jamais. » « Veuillez mettre vos mains derrière le dos, monsieur, » l'interrompit l'un des agents. Devant toute son équipe, Marcus Johnson fut menotté et escorté hors des locaux de Morgan & Williams Financial Group, l'entreprise où il avait travaillé pendant 12 ans. Christine Johnson était dans son bureau à domicile, gérant la paperasse de leur activité secondaire, Johnson Family Investment, lorsque le téléphone sonna. « Madame Johnson, ici l'agent Parker du FBI. Nous détenons votre mari. » La main de Christine vola à sa bouche. « Quoi ? Il doit y avoir une erreur. »« Je crains que non, madame. Monsieur Johnson a été arrêté pour détournement de fonds et fraude électronique impliquant les fonds de ses clients. Vous devriez peut-être contacter un avocat. » Après l'avoir raccroché, Christine resta assise, immobile, pendant plusieurs longues minutes. Puis elle reprit son téléphone et passa un appel. « Alex, c'est le grand jour. Ils l'ont arrêté aujourd'hui, » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil vers la porte. « Oui, exactement comme prévu. » Lorsque les jumelles rentrèrent de l'école cet après-midi-là, elles trouvèrent leur grand-mère qui les attendait à la place de leurs parents. « Où sont maman et papa ?» demanda Aliya en laissant tomber son sac à dos par terre. Martha Johnson, la mère de Marcus, prit une profonde inspiration. « Venez vous asseoir, les filles. J'ai quelque chose de difficile à vous annoncer. Il est arrivé quelque chose de grave, » dit doucement Imani. Ce n'était pas une question. Martha hocha lentement la tête.
Votre père, il y a eu un malentendu. La police pense qu'il a fait quelque chose de mal au travail, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il croit qu'il a fait? Exigea Alia. Il pense qu'il a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas. Mais votre père ne ferait jamais une chose pareille. Bien sûr que non. Cria Alia. Papa ne prend même pas les sachets de ketchup en trop au fast-food parce qu'il dit que ce n'est pas correct. Imani resta silencieuse, observant l'expression inquiète de sa grand-mère. Où est maman? Demanda-t-elle finalement. Elle rencontre des avocats pour aider votre père. Ce soir-là, le dîner fut tendu et silencieux. Christine rentra à la maison les yeux rougis et toucha à peine à sa nourriture. On peut voir papa? Demanda Alia. Christine secoua la tête. Pas encore, ma chérie. Il est détenu dans un centre de détention jusqu'à son audience. Mais il rentrera à la maison après l'audience, n'est-ce pas? Insista Alia. Christine et Martha échangèrent un regard que les deux filles remarquèrent. Nous verrons, dit doucement Christine. Cela dépendra de ce que le juge décidera. 2 jours plus tard, la famille Johnson était assise au tribunal du comté de Suffolk pour l'audience préliminaire de Marcus. Les jumelles n'avaient jamais mis les pieds dans un tribunal. Tout semblait démesuré et intimidant. Les hauts plafonds, les bancs en bois verni, les drapeaux dressés derrière l'estrade du juge. Quand Marcus fut amené, vêtu d'une combinaison orange de détenu et menotté, Alia se mit à pleurer. Imani attrapa la main de sa sœur. Le procureur de district, Richard Hoffman, se leva pour s'adresser au juge Wilson. Votre honneur, les preuves contre M. Johnson sont accablantes. Nous avons des relevés bancaires montrant des transferts vers des comptes offshore à son nom, des courriels discutant du montage financier, et des reçus de retrait portant sa signature. L'avocate commise d'office de Marcus, Deborah Rodriguez, plaida pour une libération sous caution. Votre honneur, M. Johnson est profondément enraciné dans cette communauté. Il entraîne l'équipe de football de sa fille, fait du bénévolat à leur école et n'a aucun casier judiciaire. Puis vint le moment qui choqua tout le monde. Christine Johnson fut appelée à la barre. Madame Johnson, commença le procureur Hoffman, votre mari a-t-il déjà discuté de ces questions financières avec vous? Christine tordit nerveusement son alliance. Oui, dit-elle d'une voix à peine audible. Veuillez dire à la cour ce que votre mari vous a raconté. Christine leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Il y a 3 semaines, Marcus m'a dit qu'il avait fait de mauvais investissements. Il a dit qu'il avait pris de l'argent sur les comptes des clients pour couvrir des dettes de jeu. Il a promis qu'il arrangerait tout, mais l'argent avait déjà disparu. Un murmure d'effarement parcourut la salle. Marcus se leva, le visage blême de choc. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. S'écria Marcus. Silence dans la salle. Ordonna le juge Wilson en frappant de son marteau. Imani observait attentivement sa mère depuis le dernier rang. Tandis que tout le monde était concentré sur l'explosion de Marcus, Imani remarqua quelque chose d'étrange. Un léger sourire qui traversa fugacement le visage de sa mère lorsque le juge annonça que la libération sous caution était refusée. Après l'audience, les journalistes envahirent les marches du palais de justice. Le procureur Hoffman se tint devant les microphones. C'est un cas flagrant de trahison, non seulement de la confiance des clients, mais aussi de celle de sa famille. Alors que Marcus était emmené vers un véhicule de transport, il croisa le regard d'Imani à travers la foule. En ce bref instant, le père et la fille communiquèrent. Marcus lui adressa un petit sourire triste qui semblait dire « Je n'ai pas fait ça ». Imani hocha légèrement la tête, son regard passant de son père à sa mère, qui parlait maintenant en larmes aux journalistes, racontant à quel point elle se sentait choquée et trahie. Plus tard dans la soirée, alors que leur grand-mère Martha aidait les jumelles à se préparer pour le lit dans leur maison de Dorchester, Alia continuait de protester bruyamment. Papa ne volerait jamais. Jamais. Le juge a tort et maman s'est trompée sur ce que papa a dit. Je sais, mon enfant, la calma Martha. Nous devons être fortes et avoir foi que la vérité éclatera. Imani était assise sur son lit, observant et écoutant. Tandis que sa sœur fulminait contre l'injustice, l'esprit d'Imani travaillait, assemblant les pièces du puzzle. Le sourire de sa mère, l'appel téléphonique qu'elle avait surpris, le comportement étrange de sa mère depuis des semaines avant l'arrestation. En sortant son petit carnet de sous son oreiller, Imani prit une décision qu'aucune fillette de 9 ans ne devrait avoir à prendre. Elle observerait. Elle écouterait. Elle se souviendrait de tout. Si personne d'autre ne voulait trouver la vérité, elle devrait le faire elle-même. Imani serra son petit carnet dans sa main, tandis qu'elle regardait sa mère faire leurs valises. 3 jours après l'arrestation de son père, leur maison de Dorchester ne semblait plus sûre. Les murs paraissaient renfermer des secrets,
et chaque pièce rappelait à Imani l'absence de son père. Ne prenez que le nécessaire, dit Christine, se déplaçant entre les placards des jumelles avec des mouvements rapides et nerveux. Nous achèterons de nouvelles choses une fois installés chez grand-mère à Cambridge. Je ne veux pas partir, cria Alia depuis son lit, où elle pleurait depuis 1 heure. C'est notre maison. Papa devra revenir ici quand ils le laisseront sortir. Christine soupira, jetant une pile de t-shirts pliés dans une valise. Alia, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Nous ne pouvons pas rester ici avec tous ces journalistes dehors et ton père. Il se pourrait qu'il ne rentre pas avant longtemps. Imani plaça silencieusement son carnet dans son sac à dos, avec ses crayons préférés et l'album de photos de famille qu'elle avait pris sur l'étagère. Elle remarqua que sa mère n'avait emballé aucune photo de famille. « Je peux prendre le pull de papa ?» demanda doucement Imani. Le bleu qu'il met les soirs de cinéma. Une lueur traversa le visage de Christine, de l'agacement, peut-être même de la colère, avant qu'elle ne force un sourire. « Non, ma chérie. Laissons-le ici. Tu verras ton père lors des visites. » La grand-mère des jumelles, Martha, vivait dans une petite maison de 2 chambres à Cambridge. Elle avait préparé la chambre d'amis avec 2 lits jumeaux pour les filles. « C'est juste temporaire, dit grand-mère Martha en les aidant à déballer, jusqu'à ce que les choses se calment. » Cette nuit-là, Imani resta éveillée, écoutant la voix de sa mère à travers les murs fins. Elle était au téléphone, parlant à voix basse. « Oui, Alex. Tout se déroule comme prévu. » Non, elle ne se doute de rien. L'avocat dit qu'avec mon témoignage, il n'a aucune chance de sortir avant le procès. Je sais que ça prend plus de temps que prévu. Imani attrapa discrètement son carnet dans l'obscurité et nota le nom, Alex, et l'heure tardive. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Christine annonça de nouvelles règles. « J'ai changé tous nos mots de passe et les paramètres des téléphones, dit-elle en faisant défiler son écran. Pour des raisons de sécurité. Le FBI dit que les journalistes pourraient essayer de pirater nos comptes. On peut appeler papa ? Demanda Alia en remuant ses céréales dans le bol. Nous lui rendrons visite ce week-end, répondit Christine. Visite surveillée uniquement. C'est ce que le tribunal autorise. Mais ce n'est pas juste. Alia claqua sa cuillère. Papa n'a rien fait de mal. Pourquoi agis-tu comme si c'était le cas ? Pourquoi as-tu raconté ces mensonges au tribunal ? Le visage de Christine se durcit. Alia Johnson. Je ne tolérerai pas ce ton. Ton père m'a avoué ce qu'il a fait. Je n'ai fait que dire la vérité. Tu mens. Alia se leva, renversant son lait. Papa ne volerait jamais. Jamais. Va dans ta chambre, tout de suite. Cria Christine. Tu es punie jusqu'à ce que tu apprennes le respect. Tandis qu'Alia partait en trombe, Imani resta à table, les yeux baissés, notant comment les mains de sa mère tremblaient malgré sa voix colérique. Leur premier jour de retour à l'école primaire Harriet Tubman fut pire qu'Imani ne l'avait imaginé. La nouvelle de l'arrestation de Marcus Johnson s'était répandue. Les enfants chuchotaient quand les jumelles passaient dans le couloir. Ce sont elles, les filles du criminel. Ma mère dit que leur père a volé des millions de dollars. J'ai entendu dire qu'elles pourraient perdre leur maison. Alia affronta directement les rumeurs. Pendant le déjeuner, quand Billy Parker traita leur père de voleur, elle lui renversa son lait au chocolat sur la tête. « Mon père est innocent », hurla-t-elle alors que les professeurs se précipitaient pour les séparer. Imani resta assise tranquillement, observant tout. Elle remarqua comment leur professeur préféré, Mademoiselle Daniels, les regardait maintenant avec pitié au lieu de fierté. Elle remarqua comment des amis qu'elle connaissait depuis la maternelle trouvaient soudain des raisons de s'asseoir à d'autres tables. Cet après-midi-là, Imani découvrit quelque chose d'étrange dans la chambre temporaire de sa mère chez sa grand-mère. En cherchant du ruban adhésif pour un projet scolaire, elle trouva un tiroir de bureau qui était fermé à clé. Il n'était pas verrouillé la veille. Imani avait vu sa grand-mère y prendre des timbres. Le centre de détention où Marcus était détenu avait des murs gris et des chaises en plastique dur. Les visiteurs s'asseyaient d'un côté d'une épaisse vitre et utilisaient des téléphones pour parler. Les jumelles n'avaient jamais été dans un endroit aussi froid et inhospitalier. 10 minutes, annonça le garde alors que Marcus était amené, vêtu de sa combinaison orange. Alia fondit immédiatement en larmes en le voyant. « Papa, on va te faire sortir d'ici. Je sais que tu n'as rien fait. » Marcus essaya de sourire. « Salut, ma courageuse. Je vais bien. Vraiment. Maman nous a fait déménager chez grand-mère, dit Alia, les mots se bousculant entre les sanglots. Elle est méchante et ne nous laisse pas parler de toi. Elle a enlevé mes posters de détective parce que j'ai dit que j'enquêtais pour savoir qui l'avait vraiment fait. Alia.
La prévint Christine, assise à côté d'elle. Les yeux de Marcus se tournèrent vers Imani, qui n'avait pas encore parlé. « Comment vas-tu, ma silencieuse ?» Imani étudia attentivement le visage de son père. Il avait l'air fatigué. Plus vieux, en quelque sorte, bien qu'une semaine seulement se soit écoulée. « J'observe, dit-elle simplement. Marcus parut comprendre. Il hocha légèrement la tête. « C'est bien. Garde les yeux ouverts. » Le temps est écoulé, annonça le garde. « Attendez, on vient d'arriver, protesta Alia, sa voix s'élevant jusqu'à devenir une véritable crise de colère. Des gardes s'approchèrent, tandis que Christine tentait de la calmer. Pendant l'agitation, Imani resta assise, ses yeux ne quittant jamais son père. Elle désigna son sac à dos, puis ses yeux, puis de nouveau son père. Marcus lui fit un petit signe de tête. Ce soir-là, Christine rentra à la maison avec plusieurs sacs de shopping de magasins de luxe. « Maman, où as-tu trouvé l'argent pour de nouveaux vêtements ?» demanda Alia. « Tu avais dit qu'on devait faire attention à l'argent puisque les comptes de papa sont gelés. » Christine posa les sacs. « Ma mère nous aide et j'ai vendu quelques bijoux. » Imani remarqua que sa mère portait toujours toutes ses bagues et colliers habituels. Plus tard, leur oncle James vint leur rendre visite. En tant que détective de la police de Boston, il n'était pas autorisé à s'impliquer dans l'affaire fédérale de son frère. Mais il apporta des informations et du réconfort. « Comment vont mes nièces préférées ?» demanda-t-il en leur apportant de la glace après le dîner. « Nous sommes tes seules nièces, » dit Alia avec le premier vrai sourire qu'elle avait eu depuis des jours. Quand Christine partit pour prendre un appel, oncle James se pencha vers les jumelles. « Écoutez, quelque chose ne colle pas dans cette affaire. Les preuves semblent solides sur le papier, mais il y a des problèmes avec la chronologie. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Alia. « Certaines des transactions ont eu lieu alors que votre père était incontestablement ailleurs. Comme ce gros virement du 9 avril. Votre père était à votre tournoi de football toute la journée. J'étais avec lui. » Les yeux d'Imani s'écarquillèrent légèrement. Elle se souvenait très bien de ce jour. Son père n'avait jamais quitté le terrain de football. Il avait encouragé pour les 2 matchs, les avait emmenés manger une pizza après, puis avait aidé Alia avec son projet de science ce soir-là. « Je le savais », murmura férocement Alia. Quelqu'un l'a piégé. Oncle James regarda prudemment autour de lui. « Je ne peux pas enquêter officiellement, mais je garde les yeux ouverts. Vous devriez faire de même. Avec prudence. » Quand Christine revint, oncle James changea de sujet. Imani remarqua comment sa mère observait oncle James avec méfiance et la rapidité avec laquelle elle mit fin à la visite. Cette nuit-là, Imani entendit de nouveau sa mère au téléphone. « Alex, tu dois être plus prudent. » James était là et posait des questions. « Non, les filles ne savent rien, mais nous devons accélérer les choses. Oui, j'ai déjà documenté l'histoire du jeu. La police d'assurance est en place. » Imani ajouta ces détails à sa liste grandissante dans son carnet. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle entendait, mais elle savait que c'était important. Le détail de la chronologie mentionnée par oncle James tournait en boucle dans son esprit. Si son père était au tournoi de football quand l'argent avait été pris, qu'il avait vraiment pris. Et pourquoi sa mère parlait-elle autant à un certain Alex de police d'assurance? Imani prit une décision. Elle avait besoin de plus de preuves. Demain à l'école, elle demanderait de l'aide à mademoiselle Daniels pour un projet spécial, un projet qui nécessitait des appareils d'enregistrement. Le lendemain matin, Imani s'approcha du bureau de mademoiselle Daniels avant la première sonnerie. Elle attendit tranquillement que l'enseignante lève les yeux de ses plans de cours. « Imani, comment vas-tu aujourd'hui ?» demanda mademoiselle Daniels avec un doux sourire. « Je vais bien, » dit doucement Imani. « Mademoiselle Daniels, j'ai besoin d'aide pour un projet spécial. »« Quel genre de projet, ma chérie ?» Imani prit une profonde inspiration. « Je veux faire un projet de documentation sur ma famille. J'ai besoin d'enregistrer des choses pour ne pas les oublier. » L'expression de mademoiselle Daniels s'adoucit de compréhension. « Cela semble être une merveilleuse idée. De quel genre d'aide as-tu besoin ? » « J'ai besoin de savoir comment utiliser les applications d'enregistrement sur un iPad et comment les sauvegarder pour qu'elles ne soient pas supprimées. » « Eh bien, je peux certainement t'aider avec ça. Nous pourrions utiliser un des iPads de l'école. »« Non, » interrompit Imani, ce qui était inhabituel pour la fillette silencieuse. « J'ai besoin du mien. Pouvez-vous m'aider à le demander à ma mère ? Pour des raisons scolaires ?» Mademoiselle Daniels regarda attentivement Imani. « Je vais en parler à ta mère. Cela pourrait être très thérapeutique pour toi en ce moment. » Cet après-midi-là,
Christine reçut un appel de mademoiselle Daniels expliquant le projet de documentation. Imani était assise à la table de la cuisine, faisant semblant de faire ses devoirs tout en écoutant. Oui, Madame Johnson, c'est une merveilleuse opportunité éducative. Beaucoup de nos élèves gèrent des situations difficiles par le biais de la documentation créative. L'école peut fournir un iPad si le coût est un problème. Après avoir raccroché, Christine se tourna vers Imani. Mademoiselle Daniels dit que tu veux faire un projet d'enregistrement? Imani hocha la tête. Pour me souvenir des choses. Des choses importantes. Christine étudia le visage de sa fille. Eh bien, je suppose que c'est d'accord. Nous pouvons t'acheter un iPad ce week-end, mais je devrais vérifier ce que tu enregistres. D'accord. Pas de vidéo de personnes sans leur permission. D'accord, maman, dit Imani en cachant son soulagement. Pendant ce temps, Alia avait transformé leur chambre commune en ce qu'elle appelait le quartier général des détectives. Elle avait épinglé des coupures de journaux sur l'affaire de leur père au mur et créé une liste intitulée « Suspect » avec « L'ami de maman », Alex, écrit en grosses lettres en haut. « Regarde, Imani », dit Alia avec enthousiasme lorsque sa sœur entra dans la pièce. « Je rassemble des preuves comme les vrais détectives. Zoé et Malik vont aussi m'aider. Maman sera en colère si elle voit ça, prévint Imani. C'est pourquoi j'ai tout mis derrière la porte du placard. Tu vois ? Alia montra comment la porte pouvait tout cacher rapidement. Je ne suis pas stupide. Imani regarda le travail de sa sœur. Que as-tu découvert sur Alex ? Rien pour l'instant, mais oncle James a dit que nous devrions surveiller les personnes qui sont soudainement apparues dans la vie de maman. Et elle n'arrête pas de parler à un certain Alex au téléphone. 2 jours plus tard, Christine emmena les jumelles faire les magasins et acheta à Imani l'iPad qu'elle avait demandé. Le même jour, oncle James rendit de nouveaux visites, apportant des informations cachées dans une boîte à pizza. « Votre père va bien », dit oncle James lorsqu'ils eurent un moment seuls dans le jardin. « Il s'inquiète pour vous aussi, mais je lui ai dit que vous restiez forte. »« As-tu découvert plus de choses sur l'argent ?» demanda Alia avec empressement. Oncle James sortit un papier de sa poche. « Je ne devrais pas vous montrer ça, mais c'est la chronologie des transactions frauduleuses. Regardez ces dates. » Il désigna plusieurs dates sur le papier. 9 avril, votre tournoi de football. 21 avril, le séminaire professionnel de votre père à New York. 3 mai, la pièce de théâtre de votre école où votre père aidait en coulisses toute la soirée. Chaque transaction majeure a eu lieu alors que votre père avait des alibis solides avec des dizaines de témoins. Alors pourquoi la police ne le croit-elle pas ? Exigea Alia. Parce que les preuves contre lui semblent réelles. Sa signature électronique et surtout. Des courriels de son compte discutent des transactions. Il faudrait quelqu'un avec un accès profond aux informations personnelles de votre père pour falsifier tout ça. Imani réfléchit à cela tout en testant la fonction d'enregistrement de son nouvel iPad. Elle s'enregistra en train de compter jusqu'à 10, puis le réécouta. « Oncle James, dit-elle doucement, si je trouve des enregistrements de quelqu'un disant qu'il l'a fait, est-ce que ça aiderait papa ?» James regarda Imani avec surprise. Ce serait une preuve très puissante, mais sois prudente, Imani. Très prudente. Le week-end suivant, les jumelles rendirent de nouveau visite à leur père au centre de détention. Marcus avait l'air plus fatigué qu'avant, avec des cernes sous les yeux. « Papa, on enquête », murmura Alia avec enthousiasme dans le téléphone. « J'ai tout un mur de détectives dans notre chambre. » Marcus tenta un sourire. « C'est super, ma chérie, mais ne te fais pas trop d'illusions. Mon avocate, Maître Rodriguez, a du mal à contrer les preuves. Quelles sont les preuves les plus solides contre toi ? Demanda Imani, ses premiers mots depuis qu'elle s'était assise. Marcus fut surpris par la question directe. Les signatures sur les documents de transfert, elles correspondent parfaitement aux miennes. Et les courriels de mon compte discutant des mouvements d'argent. Je n'ai jamais écrit ces courriels, mais ils proviennent de mon adresse. Imani hocha la tête, archivant cette information. Papa, qui est Alex ? Demanda soudainement Alia. Marcus fronça les sourcils. Alex ? Je ne connais pas d'Alex. Pourquoi ? Maman parle beaucoup à un certain Alex au téléphone, dit Alia. Christine, qui était assise à proximité, faisant semblant de ne pas écouter, se leva brusquement. Ça suffit. Nous ne sommes pas ici pour interroger votre père sur mes appels professionnels. Quels appels professionnels ? Demanda Marcus. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour régler le désordre que tu nous as laissé, répliqua sèchement Christine. Ce ne sont pas tes affaires en ce moment. Ce soir-là,
Christine annonça qu'ils auraient un invité pour le dîner. J'aimerais que vous rencontriez quelqu'un qui a aidé notre famille, dit-elle en préparant la table de la salle à manger avec les belles assiettes qu'ils avaient apportées de leur maison de Dorchester. À 19 heures, la sonnette retentit. Christine ouvrit la porte pour révéler un homme grand, aux cheveux bien coupés et vêtu d'un costume coûteux. Les filles, voici Alex Mercé, mon consultant en affaires. Imani étudia l'homme attentivement. Alex sourit aux jumelles, mais ses yeux ne correspondaient pas à son sourire. Bonjour, les filles. Votre mère m'a tellement parlé de vous. Pendant le dîner, Imani remarqua comment Alex se déplaçait dans la cuisine de leur grand-mère, ouvrant les tiroirs sans demander où se trouvaient les choses. Il semblait trop à l'aise dans une maison qu'il visitait pour la première fois. Lorsque grand-mère Martha l'interrogea sur son travail, Alex répondit avec aisance. J'aide les gens à gérer leurs actifs pendant les transitions difficiles. Votre fille m'a contacté après que la situation de Marcus se soit développée. Pendant que les adultes parlaient, Imani plaça discrètement son iPad sous le canapé du salon, l'application d'enregistrement activée. Après le dîner, Christine invita Alex dans le salon pour un café. Les filles, allez finir vos devoirs, s'il vous plaît, dit Christine. Alia commença à protester, mais Imani lui tira le bras. Allons-y, murmura-t-elle. Depuis leur chambre, Imani expliqua son plan. L'IPad les enregistre. On pourra écouter plus tard. Les yeux d'Alia s'écarquillèrent. Tu es maligne. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. Plus tard dans la nuit, après avoir récupéré son iPad quand Christine ne regardait pas, Imani et Alia se blottirent sous leur couverture, écoutant l'enregistrement. La plupart de la conversation était un bavardage ennuyeux d'adultes sur les finances. Mais vers la fin, elles entendirent quelque chose d'intéressant, la voix d'Alex. Et les polices d'assurance ? Christine, pas maintenant, les filles pourraient entendre. Alex, nous devons discuter de la chronologie. Les choses avancent trop lentement. Christine, tout est sous contrôle. Une fois que le procès commencera. L'enregistrement s'arrêta là. Imani avait fixé une limite de temps de 30 minutes, ne s'attendant pas à ce que la conversation dure aussi longtemps. Les polices d'assurance ? Murmura Alia. Qu'est-ce que ça a à voir avec papa ? Imani secoua la tête. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Le lendemain, à l'école, Imani demanda de l'aide à Mademoiselle Daniels pendant la pause déjeuner. Mademoiselle Daniels, comment puis-je faire des enregistrements plus longs et comment les sauvegarder là où personne ne peut les supprimer ? Mademoiselle Daniels lui montra comment changer les paramètres d'enregistrement et configurer un stockage en nuage. De cette façon, même s'il arrive quelque chose à ton iPad, les enregistrements sont en sécurité en ligne. Mademoiselle Daniels, dit Imani avec hésitation, si quelqu'un disait de mauvaises choses qui blessent quelqu'un d'autre et que tu l'enregistrais, est-ce que ce serait mal ? L'enseignante réfléchit attentivement. C'est une question compliquée, Imani. Enregistrer quelqu'un à son insu n'est généralement pas correct, mais parfois, dans des circonstances très spéciales, la vérité doit éclater pour protéger les gens. Elle regarda Imani avec inquiétude. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ? Imani pensa à tout raconter à Mademoiselle Daniels sur les appels nocturnes de sa mère, sur l'apparition soudaine d'Alex dans leur vie, sur l'étrange commentaire concernant les polices d'assurance. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. Pas avant d'avoir des preuves. Non, dit-elle finalement. Je me demandais juste. En quittant la salle de classe, elle vit sa sœur dans le couloir avec deux amis, leur montrant une carte dessinée à la main des endroits où leur père avait été pendant les moments où l'argent avait disparu. Cette nuit-là, alors que les jumelles comparaient leurs notes dans leur chambre, elles réalisèrent qu'elles rassemblaient des pièces importantes d'un puzzle. La chronologie d'Alia, montrant que leur père n'aurait pas pu commettre les crimes, correspondait parfaitement au comportement étrange que Imani documentait chez leur mère. « Nous avons besoin de plus de preuves », murmura Imani, alors qu'elles entendaient Christine prendre un appel dans le jardin. Sans un mot de plus, Imani se glissa hors du lit et se dirigea sur la pointe des pieds vers la fenêtre. Soigneusement, elle positionna son iPad derrière les rideaux près de la fenêtre ouverte, appuya sur « Enregistrer » et recula silencieusement dans l'ombre. Le lendemain matin, Imani se réveilla tôt pour récupérer son iPad avant que quiconque ne soit éveillé. Elle vérifia rapidement l'enregistrement de la nuit dernière et entendit clairement la voix de sa mère à travers les haut-parleurs de l'appareil. « Les comptes offshore sont sécurisés », disait Christine. « Personne ne peut les remonter jusqu'à nous. »« Tu es sûre ?» répondit la voix d'Alex. « Le FBI a des spécialistes qui peuvent traquer ces choses. Ils regardent Marcus, pas nous. Et je me suis assuré que mon témoignage les oriente dans sa direction. » La main d'Imani trembla en arrêtant l'enregistrement.
C'était une preuve importante, mais elle en avait besoin de plus. Elle sauvegarda le fichier sur son stockage en nuage, comme mademoiselle Daniels le lui avait montré. Au petit déjeuner, les nouvelles à la télévision attirèrent l'attention de tout le monde. Dernière heure dans l'affaire de détournement de fonds de Marcus Johnson, annonça le journaliste. Les procureurs ont découvert des comptes offshore aux îles Caïmans liés à M. Johnson. Les comptes contiennent plus d'1 million de dollars, qui feraient partie des fonds volés. Christine haleta bruyamment, couvrant sa bouche de sa main. Oh mon Dieu, je n'en avais aucune idée. Grand-mère Martha secoua tristement la tête. Je n'arrive tout simplement pas à croire que Marcus ait pu faire une telle chose. Je ne le crois pas. Cria Alia. Papa ne nous a jamais parlé des îles Caïmans. Il n'aime même pas voyager. Ça suffit, Alia, lança sèchement Christine. Les preuves sont là. Votre père nous a caché des choses à tous. Imani remarqua que les mains de sa mère ne tremblaient plus. Elle avait l'air presque soulagée. Cet après-midi-là, Christine fouilla la chambre des jumelles pendant qu'elles étaient à l'école. À leur retour, Alia découvrit son journal sur le bureau au lieu de sous son matelas où elle l'avait caché. « Tu as fouillé dans mes affaires », accusa Alia sa mère au dîner. « Je suis ta mère. J'ai tout à fait le droit de m'assurer que tu es en sécurité, répondit calmement Christine. Et je suis préoccupée par ce que j'ai trouvé. Tu n'avais pas le droit de lire mes pensées intimes. Alia, ce jeu de détective est allé trop loin. Ton père a commis ces crimes. Plus tôt tu l'accepteras, plus ce sera facile pour tout le monde. Après le dîner, Alia entra en trombe dans leur chambre et découvrit que tout son mur d'enquête derrière la porte du placard avait été arraché. Des papiers froissés gisaient dans la poubelle. Elle a tout détruit, pleura Alia, des larmes coulant sur son visage. Toutes mes preuves. Imani passa son bras autour de sa sœur. J'ai sauvegardé des photos de ton mur sur mon iPad et j'ai sauvegardé tous les enregistrements sur le cloud. Elle ne peut pas les trouver. Le lendemain, Christine annonça qu'Alex Mercer resterait avec eux quelques jours. Alex doit être à proximité pendant que nous nous préparons pour le procès, expliqua-t-elle alors qu'Alex portait une valise dans la chambre d'amis de grand-mère Martha. Il m'aide à organiser les preuves financières pour les procureurs. Ce soir-là, le dîner semblait étrange avec Alex assis à la place qui avait été celle de leur père. Il se servait sans demander et savait exactement où se trouvaient le sel et le poivre. Alex m'a été d'une grande aide pendant cette période difficile, dit Christine en lui touchant le bras d'une manière qui attira l'attention d'Imani. C'était la façon dont elle touchait leur père. Pourquoi devez-vous rester ici? Demanda Alia sans détour. Vous n'avez pas votre propre maison? Alia. La gronda Christine. C'est impoli. Alex sourit. Ce n'est pas grave. Je comprends que ce soit difficile. Oui, j'ai mon propre logement, mais votre mère a besoin d'aide pour se préparer au procès. Il y a beaucoup de documents financiers à examiner. Quel genre de documents? Demanda doucement Imani. Alex et Christine échangèrent un regard rapide. Des choses d'adultes très compliquées, répondit rapidement Christine. Rien dont vous ayez à vous soucier. Plus tard dans la nuit, Imani entendit des voix provenant du bureau. Elle plaça son iPad près de la porte légèrement entr'ouverte et appuya sur « Enregistrer ». La compagnie d'assurance a appelé aujourd'hui, disait Alex. Une fois qu'il sera condamné, la police versera 5 millions. Chut, murmura Christine. Les murs sont fins. Nous devons parler de ce qui se passera après, pour les filles. Nous les enverrons chez ma sœur à Chicago jusqu'à ce que tout soit finalisé. Ensuite, nous pourrons décider de ce qui est le mieux. Le cœur d'Imani s'accéléra. Les envoyer à Chicago? Que préparait sa mère? Le lendemain à l'école, mademoiselle Daniels demanda à Imani de rester après la classe. Je m'inquiète pour toi et ta sœur, dit doucement l'enseignante. Vous avez tellement changé ces dernières semaines. Alia se rebelle et tu es devenue encore plus silencieuse qu'avant. Imani baissa les yeux sur son bureau. Nous allons bien. Votre mère a mentionné lors de notre entretien que les choses sont difficiles à la maison en ce moment. Imani leva les yeux. Vous avez parlé à ma mère? Oui. Hier après l'école, elle a dit que la situation de votre père déchirait la famille. Elle est très inquiète pour vous deux. Imani resta silencieuse, réfléchissant à ce qu'elle devait dire. Pouvait-elle faire confiance à mademoiselle Daniels? Pas encore. Pas avant d'avoir plus de preuves. Puis-je utiliser l'ordinateur pendant le déjeuner? Demanda plutôt Imani. Pour mon projet. Oncle James n'était pas venu depuis plus d'une semaine. Quand Imani demanda de ses nouvelles, Christine dit qu'il était occupé par son travail. Mais il avait promis de nous apporter de la glace,
se plaignit Alia. Eh bien, je lui ai aussi demandé de ne pas vous remplir la tête de faux espoirs concernant votre père, dit Christine. Ce n'est pas sain. Le lendemain à l'école, Imani fut surprise lorsque mademoiselle Daniels l'appela, ainsi qu'Alia, dans sa classe pendant le déjeuner. Quelqu'un est là pour vous voir, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Oncle James attendait à l'intérieur. Oncle James. Alia courut le serrer dans ses bras. Salut, les gamines. Désolée de ne pas être passée. Votre mère n'est pas très contente de moi en ce moment. Elle a bloqué ton numéro sur nos téléphones, dit Imani. Oncle James hocha la tête. Je m'en doutais. C'est pourquoi j'ai demandé à mademoiselle Daniels de m'aider à vous voir. J'ai des nouvelles importantes. Il sortit un morceau de papier de sa veste. L'accusation a soumis sa liste finale de témoins pour le procès. Regardez qui y figure. Les jumelles regardèrent le papier. Le nom d'Alex Mercer était surligné. Expert financier et partenaire commercial de Christine Johnson, lut Alia à voix haute. Partenaire commercial? Répéta Imani. Oncle James hocha la tête. Ce n'est pas tout. J'ai fait quelques recherches. Alex Mercer a travaillé dans l'entreprise de votre père il y a 3 ans. Il a été licencié pour conduite inappropriée. Votre père faisait partie du comité d'examen qui l'a licencié. Les yeux d'Imani s'écarquillèrent. Maman ne nous l'a jamais dit. Parce qu'elle ne veut pas que vous sachiez que quelque chose ne va pas. Alex ayant un lien avec votre père qui remonte à des années, lui devenant soudainement le partenaire commercial de votre mère, et maintenant il séjourne chez votre grand-mère. Il aide maman à se préparer pour le procès, dit Alia, répétant ce qu'on leur avait dit. Ou il prépare toute autre chose, dit oncle James. As-tu trouvé quelque chose avec ton projet d'enregistrement, Imani? Imani hocha lentement la tête. Beaucoup de choses. Maman et Alex parlent de comptes offshore, d'argent d'assurance, de nous envoyer à Chicago après la condamnation de papa. L'expression d'oncle James s'assombrit. De l'argent d'assurance? Qu'ont-ils dit exactement? Alex a dit qu'une fois papa condamné, la police verserait 5 millions de dollars. Oncle James parut choqué. 5 millions de dollars? C'est une police d'assurance vie avec une clause de condamnation pénale. Votre père aurait souscrit cela pour protéger financièrement la famille si quelque chose lui arrivait, y compris s'il était un jour reconnu coupable d'un crime. Alors, maman touche de l'argent si papa va en prison? Demanda Alia, la voix s'élevant. C'est pour ça qu'elle ment à son sujet. Nous avons besoin de preuves, pas seulement de théories, dit oncle James. Imani, peux-tu me montrer ces enregistrements? Imani hocha la tête et sortit son iPad. Tandis qu'elle jouait plusieurs extraits pour oncle James et mademoiselle Daniels, leurs visages devinrent de plus en plus préoccupés. C'est grave, murmura mademoiselle Daniels. Ces enregistrements suggèrent fortement que votre mère et cet Alex sont impliqués dans le coup monté contre votre père. Nous devons les transmettre immédiatement à l'avocate de votre père, dit oncle James. Maman vérifie tous nos messages à papa et à maître Rodriguez, dit Alia. Et maintenant, elle veut nous envoyer à Chicago, ajouta doucement Imani. Oncle James réfléchit un instant. Le procès commence dans 3 jours. Votre mère ne vous enverra pas loin avant. Elle a besoin de vous là-bas pour maintenir les apparences. Nous devons trouver un moyen de faire parvenir ces enregistrements à Deborah Rodriguez pendant le procès. Comment? Demanda Alia. Je vais aider, dit fermement mademoiselle Daniels. Ces enfants ont besoin de protection, et leur père mérite que justice soit faite. Alors que la sonnerie du déjeuner retentissait, signalant la fin de leur brève réunion, Imani se sentit à la fois effrayée et pleine d'espoir. Ils avaient maintenant des preuves, de vraies preuves. Mais les faire parvenir aux bonnes personnes serait la partie la plus difficile. Oncle James les serra toutes les deux dans ses bras avant leur départ. Soyez prudente avec votre mère et Alex. Ne leur laissez pas savoir ce que vous savez. Nous trouverons un moyen d'aider votre père. Ce soir-là, alors qu'Alex et Christine partageaient une bouteille de vin dans le salon, Imani remarqua qu'ils regardaient les jumelles différemment, d'un air calculateur, comme s'ils faisaient des plans. Quand Christine mentionna un voyage surprise qu'ils pourraient faire bientôt, Imani et Alia échangèrent des regards inquiets. Le temps pressait. Le matin du procès arriva avec une pluie battante contre les fenêtres. Christine entra dans la chambre des jumelles, tenant 2 robes bleues assorties. « Il est temps de se préparer », dit-elle en posant les robes sur leur lit. « Nous devons être au tribunal du comté de Suffolk à 9 heures. »« Allons-nous voir papa ?» demanda Alia en se redressant rapidement. « Oui, mais souvenez-vous de ce dont nous avons discuté. Vous devez vous comporter de la meilleure des manières.
Pas de crise, pas d'accusation. La voix de Christine était ferme. Ce sera déjà assez difficile pour tout le monde. Pendant qu'elle s'habillait, Imani murmura à Alia, garde les yeux ouverts pour maître Rodriguez. Nous devons lui donner les enregistrements. Alia hocha la tête. Oncle James a dit qu'il serait là aussi. Il nous aidera. À l'extérieur du palais de justice, des camionnettes de chaînes d'information bordaient la rue. Des journalistes armés de microphones et de caméras envahissaient les marches. Les voilà. Cria quelqu'un alors que Christine et les jumelles approchaient. Madame Johnson, comment vous sentez-vous à l'approche du procès? Les filles, croyez-vous que votre père est innocent? Madame Johnson, est-il vrai qu'il y a des comptes offshore? Christine serra les filles plus près d'elle, affichant une expression peinée pour les caméras. S'il vous plaît, respectez notre vie privée. C'est déjà assez difficile pour mes filles. À l'intérieur, le palais de justice était rempli de monde. Grand-mère Martha les attendait déjà dans le couloir. Mais courageuse, dit-elle en serrant les jumelles dans ses bras. Imani chercha oncle James du regard, mais ne le vit pas. En entrant dans la salle d'audience, elle aperçut son père assis à côté de maître Rodriguez à la table de la défense. Marcus avait l'air mince et fatigué dans son costume bleu marine. Quand il vit ses filles, il leur fit un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. La salle d'audience se tut à l'entrée du juge Wilson. La cour est en session. Affaire numéro 23 à 457, l'État contre Marcus Johnson. Le procureur de district, Richard Hoffman, se leva pour sa déclaration liminaire. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, cette affaire est une histoire de confiance et de trahison. Marcus Johnson s'est vu confier des millions de dollars de l'argent d'autrui. Il a trahi cette confiance en volant 2,3 millions de dollars. Hoffman s'approcha du jury. Les preuves montreront que M. Johnson a créé de faux comptes, falsifié des documents et menti à ses clients, ses collègues et sa famille. Les relevés bancaires, les courriels et les témoignages prouveront au-delà de tout doute que Marcus Johnson est coupable de détournement de fonds et de fraude électronique. Maître Rodriguez présenta ensuite la déclaration liminaire de la défense. Elle semblait moins confiante que le procureur. Mon client est un homme innocent pris dans un tissu de preuves circonstancielles, dit-elle. Monsieur Johnson a passé sa carrière à aider les autres à construire leur sécurité financière. Il n'avait aucun motif pour voler. Quelqu'un d'autre a fait cela et a fait en sorte que Marcus semble responsable. Tout au long de la matinée, l'accusation appela des témoins de l'entreprise de Marcus qui décrivirent la découverte des fonds manquants. Ils montrèrent des relevés bancaires et des documents de transfert avec la signature de Marcus. Pendant la pause déjeuner, les jumelles s'assirent avec leur grand-mère à la cafétéria du palais de justice. Christine était partie parler avec les procureurs. « Tu vois oncle James quelque part ?» demanda Alia en regardant autour d'elle. Imani secoua la tête. « Non, mais j'ai vu maître Rodriguez aller à cette table dans le coin. »« Essayons de lui parler, » suggéra Alia. Avant qu'elle ne puisse bouger, Alex Mercé apparut à côté de leur table. « Bonjour, les filles. Votre mère m'a demandé de voir comment vous alliez. » Son sourire ne correspondait pas à ses yeux froids. La session de l'après-midi commencera bientôt. Avec Alex les surveillants, elle ne pouvait pas approcher maître Rodriguez. Quand elles retournèrent dans la salle d'audience, Christine était déjà assise à la barre des témoins. Le procureur Hoffman se tenait devant elle. « Madame Johnson, quand avez-vous appris pour la première fois la disparition des fonds ?» Christine tamponna ses yeux avec un mouchoir. « Quand les agents du FBI sont venus chez nous. J'étais complètement choquée. Votre mari vous a-t-il déjà parlé de problèmes financiers ? Pas directement, non. Mais environ 3 semaines avant son arrestation, Marcus a commencé à agir étrangement. Il était nerveux, vérifiait constamment son téléphone. Et vous a-t-il finalement dit ce qui n'allait pas ? Christine hocha la tête, la voix brisée. Oui. 2 jours avant son arrestation, il s'est effondré et m'a dit qu'il avait fait de mauvais investissements. Il a dit qu'il avait emprunté de l'argent sur les comptes des clients pour couvrir des dettes de jeu. Elle regarda Marcus avec des larmes dans les yeux. Il a promis qu'il arrangerait tout, mais il était trop tard. Marcus se leva. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Silence dans la salle. Ordonna le juge Wilson en frappant de son marteau. Monsieur Johnson, maîtrisez-vous ou vous serez expulsé. Alia ne put se contenir. Elle bondit de son siège. Elle ment. Maman ment. Papa ne joue même pas au jeu d'argent. Jeune fille, dit sévèrement le juge. C'est maman qui cache des choses. Continua de crier Alia. Elle et Alex sont. Ça suffit.
Le juge Wilson frappa son marteau à plusieurs reprises. Expulser l'enfant de la salle d'audience. Un huissier s'approcha d'Aliyah. Christine avait l'air mortifiée, mais Imani remarqua que la main de sa mère tremblait de colère, pas de gêne. « Je vais la sortir », dit grand-mère Martha en emmenant une Aliyah en larmes hors de la salle. Imani resta assise, observant tout. Avec Aliyah et grand-mère Martha parties, personne ne faisait attention à elle. C'était peut-être sa chance. Lorsque le juge décréta une pause de 15 minutes après le témoignage de Christine, Imani s'éclipsa loin de sa mère, qui parlait avec les procureurs. Elle se dirigea rapidement vers Maître Rodriguez, qui rassemblait des papiers à la table de la défense. « Maître Rodriguez, » dit doucement Imani, « je dois vous parler de mon père. » L'avocate parut surprise. « Bonjour, Imani. Où est ta mère ? J'ai des preuves importantes. Des enregistrements de ma mère et d'Alex parlant de piéger mon père. » Les yeux de Maître Rodriguez s'écarquillèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Christine apparut à côté d'Imani. « Te voilà. Qu'est-ce que tu fais ?» Christine attrapa le bras d'Imani. « Je suis vraiment désolée, Maître Rodriguez. Ma fille a du mal à accepter la réalité. »« Maman, s'il te plaît, » commença Imani. « Pas un mot de plus » siffla Christine en tirant Imani. « Tu veux être expulsée de la salle d'audience comme ta sœur ?» Après la pause, l'accusation appela un témoin surprise, Alex Mercé. « L'État appelle Alexander Mercé à la barre », annonça le procureur Hoffman. Imani regarda Alex prêter serment. « Monsieur Mercé, veuillez indiquer votre profession à la cour », dit Hoffman. « Je suis conseiller financier et partenaire commercial de Christine Johnson. »« Et comment connaissez-vous l'accusé, Marcus Johnson ?» Alex se tortilla sur son siège. J'ai travaillé auparavant chez Morgan & Williams Financial Group. Marcus était dans le comité qui a examiné ma performance. Marcus Johnson vous a-t-il déjà approché au sujet d'opportunités d'investissement ? Oui, il y a environ 6 mois. Il m'a demandé si je connaissais des moyens de déplacer de l'argent à l'étranger sans être détecté. J'ai supposé qu'il demandait pour un client, mais maintenant je réalise qu'il planifiait ce montage. Imani remarqua que son père chuchotait de manière urgente à Maître Rodriguez. Elle chercha oncle James et le repéra finalement au fond de la salle d'audience, prenant des notes et fronçant les sourcils. Lorsque la cour ajourna pour la journée, Imani se sentit désespérée. Elle n'avait pas pu partager ses preuves avec Maître Rodriguez, et demain l'accusation présenterait ses derniers témoins. « Nous rentrons maintenant, » dit Christine, guidant Imani vers l'endroit où Aliyah attendait avec grand-mère Martha. « Et nous devons avoir une discussion sérieuse sur le comportement approprié au tribunal. » Sur le chemin du retour, Christine fut inhabituellement silencieuse. Une fois arrivée, elle envoya les jumelles dans leur chambre pendant qu'elle et Alex parlaient dans la cuisine. « Je n'arrive pas à croire que tu aies crié au tribunal, » murmura Imani à sa sœur. « Tu as failli tout dire à tout le monde sur maman et Alex. »« Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Elle mentait sur le fait que papa jouait. Les yeux d'Aliyah s'emplirent de larmes. « As-tu donné les enregistrements à Maître Rodriguez ?» Maman m'a surprise avant que je puisse tout lui dire. Plus tard dans la soirée, après un dîner tendu où Aliyah fut réprimandée à plusieurs reprises, Imani entendit Christine et Alex dans le bureau. Elle plaça son iPad près de la porte et activa l'application d'enregistrement. « Le procès se déroule parfaitement », disait Christine. « Le jury croit tout. »« Nous avons encore des détails à régler », répondit Alex. « Ces filles deviennent un problème, surtout Aliyah. Ne t'inquiète pas pour elles. Après la condamnation, nous aurons le contrôle de tout. Le paiement de l'assurance, les comptes offshore. Nous pourrons disparaître et tout recommencer. Et les enregistrements qu'Imani a mentionnés au tribunal ? A-t-elle vraiment enregistré quelque chose ? Il y eut un silence. Puis Christine parla. Elle trimballe cet iPad partout. Fouille sa chambre demain, pendant qu'elles seront au tribunal. Et si tu trouves quelque chose, efface tout. Mais je doute qu'elle ait quoi que ce soit d'important. Elle a 9 ans, pour l'amour du ciel. La voix d'Alex baissa. Repassons le plan. Une fois Marcus condamné, l'assurance verse 5 millions, combiné aux 2,3 millions déjà déplacés à l'étranger, nous aurons plus qu'assez pour disparaître, termina Christine. Marcus ne sait rien de tout cela. Les comptes sont intraçables, et sa signature électronique a été facile à reproduire. Le cœur d'Imani battait la chamade en entendant les mots qui pourraient sauver son père. Elle arrêta l'enregistrement et l'envoya rapidement sur son stockage en nuage, comme mademoiselle Daniels le lui avait appris. Demain serait la dernière chance de faire parvenir cet enregistrement à Maître Rodriguez. Avec des mains tremblantes,
Imani prépara une note expliquant comment accéder à tous ses enregistrements sur le cloud, y compris cette dernière conversation accablante. Quoi qu'il arrive demain, le sort de son père en dépendrait. Imani glissa la note avec le mot de passe de son stockage en nuage et les instructions dans son petit sac à main. Elle avait tout écrit clairement, l'identifiant du compte, les noms des dossiers, les enregistrements les plus importants. Maintenant, il lui suffisait de s'assurer que cela parvienne à Maître Rodriguez. Les filles, le petit déjeuner. Appela Christine depuis le rez-de-chaussée. Les jumelles échangèrent des regards nerveux avant de se diriger vers la cuisine. Christine préparait des pancakes, agissant comme si le drame de la veille au tribunal n'avait jamais eu lieu. « Bonjour », dit-elle joyeusement. « J'ai des nouvelles. Vous n'irez pas à l'école aujourd'hui. »« Pourquoi ?» demanda Alia avec méfiance. « Je pense que nous avons toutes besoin d'une journée de repos mental après hier. Nous pouvons rester à la maison, nous reposer, puis aller à la session du tribunal de l'après-midi. » Christine retourna un pancake. « De plus, je ne veux pas que vous affrontiez ces enfants curieux à l'école en ce moment. » Le cœur d'Imani se serra. Le plan avait été de demander de l'aide à mademoiselle Daniels à l'école. Maintenant, elles étaient coincées à la maison sous l'œil vigilant de Christine. « Mais j'ai un contrôle de maths, » dit doucement Imani. « J'ai déjà appelé l'école. Ils comprennent notre situation. » Christine posa des assiettes devant elle. « Mangez. Vous avez besoin de force. » Depuis la chambre d'amis, Alex sortit en peignoir, comme s'il vivait là. « Bonjour, famille Johnson. » Grand-mère Martha entra dans la cuisine avec une expression inquiète. « Christine, il y a encore plus de journalistes dehors. Ils posent des questions sur la crise d'Alia hier. »« Des vautours » marmonna Christine. « Les filles, restez loin des fenêtres. Et pas d'appel téléphonique aujourd'hui. » Après le petit déjeuner, Christine insista pour que les jumelles restent dans le salon où elles pouvaient les voir. Imani essaya d'envoyer un SMS à oncle James, mais le message ne partit pas. Elle vérifia les paramètres de son téléphone et découvrit que Christine avait activé le contrôle parental pendant la nuit. Presque toutes les fonctions étaient bloquées. Alia fit semblant de lire un livre tout en chuchotant à Imani. « Nous devons appeler oncle James. Il ne nous reste qu'aujourd'hui. » « Maman a bloqué son numéro et je ne peux envoyer de SMS à personne, » répondit Imani à voix basse. Elles se turent quand Alex entra dans le salon et s'assit avec son ordinateur portable. Il les surveillait, faisant semblant de travailler. Vers midi, Alia se plia soudainement en deux, gémissant bruyamment. « Aïe! Mon ventre !» cria-t-elle en tombant par terre. « Ça fait tellement mal. » Christine se précipita. « Alia! Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait mal. » « Je crois que je vais vomir », gémit Alia en se tenant le ventre. « Allons à la salle de bain. » Christine aida Alia à se relever. Dès qu'elles quittèrent la pièce, Imani remarqua qu'Alex les avait suivies, préoccupée par l'agitation. Avec tout le monde distrait, elle se dirigea rapidement vers le téléphone fixe de la cuisine. Elle composa le numéro d'oncle James de mémoire. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Bonjour, oncle James. »« C'est Imani, » murmura-t-elle. « Maman nous a gardés à la maison. On ne peut pas envoyer de message, mais j'ai des enregistrements importants de la nuit dernière. Maman et Alex parlant de comment ils ont piégé papa. Imani, c'est crucial. Peux-tu ?» Elle entendit des pas revenir. « Je dois raccrocher. Nous serons au tribunal cet après-midi, » murmura-t-elle avant de raccrocher. Quand Christine revint, Alia s'appuyait sur elle de manière théâtrale. « Elle n'a pas de fièvre » rapporta Christine à grand-mère Martha. Probablement juste de l'anxiété à cause du procès. « Je ne me sens toujours pas bien » gémit Alia. « Alors tu te reposeras sur le canapé jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller au tribunal » dit fermement Christine. Depuis la cuisine, Imani pouvait entendre Alex et Christine parler à voix basse. « Nous devons régler ces détails » disait Alex. « Surtout maintenant que la fille a mentionné des enregistrements au tribunal. »« J'y ai pensé » répondit Christine. « Ma sœur à Chicago les prendrait pour quelques semaines. Après la condamnation, quand les choses se seront calmées. Le plus tôt sera le mieux. Les enfants parlent trop. » L'estomac d'Imani se noua. Il prévoyait vraiment de les envoyer loin. À 14 heures, Christine annonça qu'il était temps de se préparer pour le tribunal. « L'accusation présente ses dernières preuves aujourd'hui, » dit-elle. « Il est important que nous soyons toutes là pour nous soutenir mutuellement pendant cette période difficile. »« Je ne me sens toujours pas bien » se plaignit Alia. « Peut-être que je devrais rester à la maison avec grand-mère. »« Absolument pas » dit sèchement Christine.
Nous devons apparaître comme une famille unie. Vous viendrez toutes les deux et vous vous comporterez correctement. Plus de crise, Alia. Pendant qu'elle s'habillait pour le tribunal, Imani murmura à sa sœur, « Oncle James sait que nous y serons. Nous devons trouver un moyen de donner ma note à Maître Rodriguez. Je créerai une autre diversion si nécessaire, promis Alia. » La session de l'après-midi du procès était encore plus bondée que la veille. La nouvelle de la crise d'Alia avait attiré plus de spectateurs et de journalistes. Imani repéra Oncle James près des portes du fond et il lui fit un léger signe de tête. Christine tenait fermement la main des deux filles alors qu'elles trouvaient leur place. Grand-mère Martha s'assit de l'autre côté d'Alia, avec Alex à côté de Christine. Le procureur Hoffman s'adressa à la cour. « Votre honneur, l'accusation va maintenant présenter ses dernières preuves contre Marcus Johnson. » Un spécialiste en technologie amena un grand écran et un ordinateur. « Nous allons montrer des preuves vidéo du système de sécurité de Morgan & Williams Financial Group. » Ces images montrent Marcus Johnson accédant au compte frauduleux depuis l'ordinateur de son bureau. Les lumières s'éteignirent et la vidéo commença. Elle montrait Marcus tapant sur son ordinateur tard dans la nuit, lorsque le bureau était vide. Ces images du 12 février montrent l'accusé accédant au système qui gère les comptes des clients, expliqua Hoffman. Les relevés bancaires ont confirmé que des virements non autorisés ont eu lieu pendant cette période. Marcus chuchota de manière urgente à Maître Rodriguez. Elle se leva. « Votre honneur, mon client était à une collecte de fonds de l'école avec ses filles le 12 février. Cette vidéo doit être mal datée. L'horodatage est vérifié par le système de sécurité, votre honneur, contra Hoffman. Nous avons les journaux système comme preuve. » Pendant que les avocats se disputaient, Imani aperçut mademoiselle Daniels entrer dans la salle d'audience. Elle croisa le regard d'Imani et lui fit un petit sourire avant de trouver une place près d'oncle James. Le juge Wilson décréta une pause de 15 minutes pour examiner certaines preuves. Alors que les gens se levaient pour s'étirer, Imani vit son opportunité. « Maman, je dois aller aux toilettes, dit-elle. » Christine parut hésitante. « Alia, va avec ta sœur. »« Je n'ai pas besoin d'y aller, » protesta Alia. « J'ai dit, va avec elle, » insista Christine. Alors que les jumelles se dirigeaient vers les toilettes, oncle James s'approcha soudainement de Christine. « Nous devons parler de ton témoignage, » dit-il assez fort pour que d'autres l'entendent. « Je n'ai rien à te dire, James, » répondit froidement Christine. « Je pense que si. Il y a des incohérences dans ta déclaration. » Pendant que Christine se disputait avec oncle James, créant une diversion, mademoiselle Daniels apparut à côté des jumelles dans le couloir. « Les filles, nous n'avons pas beaucoup de temps, » murmura-t-elle. Imani sortit rapidement sa note. « Ce sont tous les enregistrements. Le mot de passe est là. Le plus important est celui de la nuit dernière où maman dit qu'elle a reproduit la signature de papa. » Mademoiselle Daniels prit la note. « Je vais la donner immédiatement à Maître Rodriguez. Retournez vite avant que votre mère ne s'en aperçoive. » Quand elles revinrent, Christine était toujours engagée dans une conversation animée avec oncle James. « Tout va bien ? » demanda Alex aux jumelles avec méfiance. « Très bien, » répondit Alia. « Juste des trucs de filles. » Lorsque la cour reprit, Imani remarqua que mademoiselle Daniels passait quelque chose à Maître Rodriguez. L'avocate de la défense ouvrit la note, la lisant attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Tandis que l'accusation continuait de présenter des preuves, Maître Rodriguez ouvrit discrètement son ordinateur portable et commença à taper. Elle mit des écouteurs et sembla écouter quelque chose. Son expression passa de la concentration au choc. Elle écrivit rapidement une note et la passa à son assistant juridique, qui hocha la tête et quitta la salle d'audience précipitamment. Le procureur Hoffman terminait sa présentation. L'accusation a présenté des preuves concluantes que Marcus Johnson a détourné 2,3 millions de dollars par un système sophistiqué de virements frauduleux et de comptes offshore. Nous demandons au jury de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Maître Rodriguez se leva brusquement. « Votre honneur, la défense demande un entretien privé immédiat. »« Approchez, » dit le juge Wilson. Maître Rodriguez, le procureur Hoffman et le juge Wilson parlèrent à voix basse. L'expression du juge devint de plus en plus sérieuse. Après plusieurs minutes, il s'adressa à la salle d'audience. « La cour est suspendue pour 1 heure. Personne ne doit quitter le bâtiment. Les huissiers sécuriseront toutes les sorties. » Des murmures confus se répandirent dans la salle. Christine serra fermement les mains des jumelles. « Qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Je ne sais pas, » dit Alex.
Mais Imani remarqua de la sueur perlée sur son front. Des huissiers se dirigèrent vers les portes. L'un d'eux s'approcha de leur rangée. « Madame Johnson, le juge Wilson souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. » Le visage de Christine blêmit. « Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? » « Veuillez venir avec moi, madame. » Alors que Christine était emmenée, Alex se leva. « Je devrais l'accompagner. Je suis son partenaire commercial. »« Monsieur, veuillez rester assis, » dit fermement l'huissier. « Quelqu'un viendra vous voir sous peu. » Grand-mère Martha avait l'air confuse. « Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ?» Oncle James apparut et s'assit à côté des jumelles. « Vous l'avez fait, » murmura-t-il. « Ils examinent les enregistrements en ce moment même. » Les yeux d'Alia s'écarquillèrent. « Vraiment ? Papa va être libre ? Ne nous emballons pas, mais les choses évoluent dans la bonne direction. » Alex les observait avec une alarme croissante. Il sortit son téléphone et commença à envoyer des SMS rapidement, ses doigts tremblants. 15 minutes plus tard, un autre huissier s'approcha. « Monsieur Mercé, veuillez venir avec moi. » Alors qu'Alex était emmené, Imani remarqua que son visage était devenu blanc. Elle ressentit un étrange mélange de peur et d'espoir. Tout changeait, mais elle ne savait pas encore si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Après ce qui sembla une éternité, le juge Wilson revint dans la salle d'audience. La tension dans l'air était palpable, alors que tout le monde attendait d'entendre ce qui allait se passer. Le visage du juge Wilson était sévère lorsqu'il prit place à son siège. La salle d'audience tomba dans un silence complet. Même la sténographe judiciaire semblait retenir son souffle. « Mesdames et messieurs, » commença le juge. « Cette cour a reçu de nouvelles preuves qui nécessitent une attention immédiate. Huissier, veuillez faire entrer Madame Christine Johnson et Monsieur Alexander Mercé. » Des portes latérales s'ouvrirent et Christine entra, accompagnée de 2 huissiers. Son visage était crispé de colère. Alex suivit avec 2 autres officiers, l'air pâle et nerveux. « Madame Johnson, Monsieur Mercé, veuillez vous présenter devant la cour, » ordonna le juge Wilson. Alors qu'il s'avançait, Imani remarqua des agents du FBI entrant dans la salle d'audience. 3 d'entre eux portaient des ordinateurs portables et du matériel. Ils s'installèrent à une table près de la zone du procureur. Le juge Wilson s'adressa à toute la salle. « De nouvelles preuves ont été présentées à cette cour qui ont un impact significatif sur cette affaire. J'ai examiné ces preuves avec les équipes de l'accusation et de la défense, ainsi qu'avec des spécialistes en cybercriminalité du FBI appelés en urgence. » Christine tourna légèrement la tête, ses yeux trouvant les jumelles. Son regard était si intense qu'Imani se recroquevilla contre son oncle James. Les preuves consistent en des enregistrements audio réalisés par Imani Johnson, la fille de 9 ans de l'accusé. Le juge Wilson continua. Ces enregistrements contiennent des conversations entre Christine Johnson et Alexander Mercé qui suggèrent fortement qu'ils, et non Marcus Johnson, sont responsables des crimes financiers en question. Des halètements et des murmures remplirent la salle. Un journaliste près de la porte s'éclipsa, probablement pour annoncer la nouvelle. Le juge Wilson frappa son marteau. « Silence. Je veux le silence. » Quand la salle se calma, il poursuivit. Les spécialistes du FBI ont vérifié l'authenticité de ces enregistrements. De plus, ils ont retracé les adresses IP des courriels frauduleux présentés comme preuve contre M. Johnson. Ces courriels provenaient de l'ordinateur portable personnel de Christine Johnson, et non d'un appareil appartenant à Marcus Johnson. Christine s'avança brusquement. « Votre honneur, ce ne sont que des enregistrements de conversations privées sortis de leur contexte par une enfant confuse. C'est ridicule. Madame Johnson, vous resterez silencieuse jusqu'à ce que la cour vous adresse la parole, » dit sèchement le juge Wilson. Sur la base de ces nouvelles preuves, j'ordonne à Christine Johnson et Alexander Mercé de remettre immédiatement à la cour tous leurs appareils électroniques et leurs passeports. Les yeux d'Alex se tournèrent vers la porte. Un huissier se rapprocha de lui. De plus, continua le juge, j'ordonne l'arrêt complet de cette procédure pendant qu'une nouvelle enquête se concentre sur Madame Johnson et Monsieur Mercé. Monsieur le procureur, êtes-vous prêt à commenter ce développement ? Le procureur Hoffman se leva, l'air mal à l'aise. Votre honneur, à la lumière de ces nouvelles preuves, l'État demande du temps pour enquêter sur ces graves allégations. Nous demandons également que Madame Johnson et Monsieur Mercé restent en détention pendant que nous déterminons si des charges doivent être portées contre eux. Ainsi ordonné, dit immédiatement le juge Wilson. Les huissiers placeront Madame Johnson et Monsieur Mercé en garde à vue. Leurs appareils électroniques seront examinés par les spécialistes du FBI. Le visage de Christine se tordit de fureur. C'est absurde.
Vous ne pouvez pas faire ça sur la base de quelques enregistrements faits par une fillette de 9 ans. Je veux mon avocat. Vous aurez accès à un conseil juridique, Madame Johnson, l'assura le juge Wilson. Mais d'abord, vous vous conformerez aux ordres de la cour. Alors qu'une huissière s'approchait de Christine pour l'escorter, celle-ci la bouscula soudainement et se précipita vers la porte latérale. « Arrêtez-la !» cria le juge Wilson. Le chaos éclata dans la salle. Plusieurs officiers se lancèrent à la poursuite de Christine. Alex tenta de profiter de la diversion pour s'éclipser dans l'autre direction, mais fut rapidement encerclé par des officiers. Oncle James serra les jumelles contre lui. « Restez avec moi », dit-il fermement. Grand-mère Martha avait l'air choquée. « Que se passe-t-il ? Je ne comprends pas. » Les minutes passèrent dans la confusion et le bruit. Puis un huissier revint, respirant lourdement. « Nous avons appréhendé Madame Johnson dans le parking, votre honneur. Elle tentait de fuir dans son véhicule. Ramenez-la dans la salle d'audience, ordonna le juge Wilson. 10 minutes plus tard, Christine fut escortée de nouveau à l'intérieur, cette fois menottée. Ses cheveux étaient en désordre et son visage était rouge de rage. « Votre honneur », rapporta l'officier, « nous avons trouvé le véhicule de Madame Johnson rempli de valises, son passeport et environ 50 000 $ en espèces. Il semble qu'elle était prête à fuir immédiatement. » D'autres halètements remplirent la salle. L'expression du juge Wilson s'assombrit. Étant donné cette tentative de fuite, Madame Johnson sera maintenue en détention sans caution, en attendant l'enquête et d'éventuelles accusations de fraude, détournement de fonds, parjure et complot en vue de commettre ces crimes. Les yeux de Christine retrouvèrent les jumelles. « C'est de votre faute », siffla-t-elle alors qu'on la faisait passer devant elle. « Vous vous croyez si intelligente avec vos petits enregistrements. » Oncle James s'interposa entre Christine et les jumelles. « Ça suffit, Christine. » Pendant ce temps, Alex parlait rapidement à l'un des agents du FBI. Il n'arrêtait pas de pointer Christine du doigt et de hocher la tête de manière pressante. « Votre honneur », appela l'agent du FBI. « Monsieur Mercer propose de fournir un témoignage complet contre Madame Johnson en échange d'une certaine clémence dans les décisions d'inculpation. Il se retourne déjà contre elle, marmonna oncle James. Typique. » Le juge Wilson s'adressa ensuite à la table de la défense. « Maître Rodriguez, concernant votre client, Marcus Johnson. À la lumière de ces développements, la défense souhaite-t-elle demander l'abandon des charges ?» Maître Rodriguez se leva. « Oui, votre honneur. La défense demande l'abandon immédiat de toutes les charges contre Marcus Johnson et sa libération immédiate. »« Monsieur le procureur », demanda le juge Wilson. Le procureur Hoffman parut profondément mal à l'aise en se levant. « Votre honneur, compte tenu des nouvelles preuves, l'État ne s'oppose pas à l'abandon de toutes les charges contre Marcus Johnson. » Très bien. Toutes les charges contre Marcus Johnson sont par la présente abandonnées. Monsieur Johnson, vous êtes libre. Huissier, veuillez lui retirer ses menottes. Imani regarda un huissier s'approcher de son père et déverrouiller ses menottes. Marcus se frotta les poignets, l'air abasourdi par ce retournement de situation soudain. « Papa !» cria Alia, se libérant de l'emprise d'oncle James et courant vers son père. Marcus attrapa Alia dans une étreinte serrée, des larmes coulant sur son visage. Il regarda par-dessus son épaule vers Imani, tendant son bras pour l'inviter dans l'étreinte. Imani avança lentement d'abord, puis courut vers son père. Alors que ses bras s'enroulaient autour des deux jumelles, elle sentit des mois de peur et d'inquiétude commencer à fondre. « Comment ?» murmura Marcus. « Comment est-ce arrivé ?»« Imani t'a sauvé », dit fièrement Alia. « Elle a enregistré maman et Alex parlant de la façon dont ils t'ont piégé. » Marcus baissa les yeux vers Imani avec stupéfaction. « Tu as fait ça ?» Imani hocha la tête. « J'ai observé. J'ai écouté, comme tu m'avais dit de le faire. » De l'autre côté de la salle, des agents du FBI récupéraient le téléphone et le sac à main de Christine. Alex parlait toujours rapidement, essayant clairement de négocier un accord. « Nous devons faire sortir les enfants d'ici », suggéra doucement maître Rodriguez. « Cela va devenir un cirque médiatique très bientôt. » Marcus hocha la tête, tenant toujours ses filles près de lui. « Les filles, nous allons aller avec maître Rodriguez dans une salle privée. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. » Alors qu'ils étaient escortés vers une salle de conférence, ils croisèrent Christine emmenée dans la direction opposée. Elle les foudroya du regard avec une haine glaciale. « Ne croyez pas que c'est fini, dit-elle. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. » Un huissier l'attira. « Continuez d'avancer, madame. » Dans la salle de conférence,
Marcus s'assit avec une jumelle de chaque côté. Oncle James et grand-mère Martha les rejoignirent, ainsi que maître Rodriguez et un agent du FBI nommé agent spécial Turner. D'abord, Monsieur Johnson, félicitations pour votre disculpation, dit l'agent Turner. Je tiens à m'excuser au nom du bureau pour ce que vous avez enduré. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Marcus. Madame Johnson et Monsieur Mercer seront traités et formellement inculpés, expliqua l'agent Turner. D'après la déclaration initiale de Monsieur Mercer, il semble qu'ils aient commencé à planifier ce montage il y a environ 2 ans, peu après avoir commencé une liaison. Marcus ferma brièvement les yeux. Une liaison depuis 2 ans. Monsieur Mercer prétend que votre femme l'a approché avec l'idée de vous piéger après avoir appris l'existence de votre police d'assurance vie avec la clause de condamnation pénale. 5 millions de dollars, dit doucement Marcus. J'avais souscrit cette police pour protéger ma famille si quelque chose m'arrivait, y compris si je commettais une terrible erreur. Madame Johnson et Monsieur Mercer prévoyaient de percevoir cet argent, ainsi que les 2,3 millions de dollars détournés de vos clients. Ils prévoyaient de disparaître ensemble après votre condamnation. Alia serra son père plus fort. C'est pour ça qu'elle voulait nous envoyer à Chicago. Elle allait nous abandonner. L'agent Turner hocha la tête gravement. Il semble que cela faisait partie du plan, oui. Et notre maison? Nos affaires? Demanda Marcus. Je crains que vos actifs ne restent gelés pendant l'enquête, dit l'agent Turner. Votre maison à Dorchester est actuellement considérée comme une preuve dans une enquête active pour fraude. Vous ne pourrez pas y retourner immédiatement. Marcus parut dépassé. Où irons-nous? Vous pouvez rester avec moi, proposa immédiatement oncle James. J'ai beaucoup de place. Et j'aiderai avec les filles, ajouta grand-mère Martha, puis hésita. Si tu veux toujours de moi, Marcus. Je n'avais aucune idée de ce que Christine faisait. Je le jure. Marcus attrapa sa main. Bien sûr, Martha. Tu es de la famille. On frappa à la porte. Un huissier entra. Il y a une 50aine de journalistes dehors qui demandent des déclarations. Ils sont au courant de l'abandon des charges et de l'arrestation de Madame Johnson. Nous pouvons utiliser la sortie privée, suggéra maître Rodriguez. Et je recommande de ne faire aucune déclaration avant d'avoir eu le temps de nous préparer. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, Imani tira sur la manche de son père. Papa, dit-elle doucement, je suis désolée d'avoir enregistré des gens sans demander. Mademoiselle Daniels a dit que c'est généralement mal. Marcus s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. Imani, ce que tu as fait était courageux et nécessaire. Tu m'as sauvée de la prison. Tu as découvert la vérité quand personne d'autre ne le pouvait. J'ai juste observé et écouté, dit Imani, comme tu m'as toujours dit de le faire. Marcus la serra fort dans ses bras. Parfois, c'est la chose la plus puissante que l'on puisse faire. Alors qu'il se préparait à affronter le monde extérieur, un monde bouleversé par la trahison, mais désormais rétabli par la vérité, Imani tenait fermement la main de son père. Ses observations silencieuses avaient tout changé. Le long chemin pour reconstruire leur vie était encore devant eux, mais ils le parcouraient ensemble. La sortie privée du palais de justice menait à un parking souterrain où oncle James avait garé sa voiture. Alors qu'il se dépêchait de l'atteindre, des flashs de caméra parvinrent tout de même à les surprendre de loin. Des journalistes criaient des questions qui résonnaient contre les murs de béton. « Monsieur Johnson, qu'est-ce que ça fait d'être disculpé? Que arrivera-t-il à votre femme? Imani, avez-vous vraiment enregistré votre mère avouée ?» Marcus protégea les jumelles pendant qu'oncle James déverrouillait son SUV. « Baissez la tête, les filles. » Cette nuit-là, la famille Johnson séjourna dans l'appartement d'oncle James à South Boston. Les jumelles partagèrent la chambre d'amis, tandis que Marcus dormit sur le canapé. Bien qu'ils fussent enfin réunis, aucun d'entre eux ne dormit bien. Trop de choses s'étaient passées et trop de choses restaient incertaines. Le lendemain matin, maître Rodriguez appela tôt. Marcus, le juge Wilson a programmé une audience d'urgence pour aujourd'hui. L'accusation veut officiellement abandonner toutes les charges et présenter ses conclusions contre Christine et Alex. Les filles devraient-elles venir? Demanda Marcus, jetant un coup d'œil aux jumelles qui mangeaient des céréales à la table de la cuisine. En fait, oui. Le juge a spécifiquement demandé leur présence. Il veut reconnaître leur rôle dans la découverte de la vérité. Quand ils arrivèrent au palais de justice, ils furent escortés par une entrée spéciale pour éviter la foule de journalistes à l'extérieur. La même salle d'audience que la veille était bondée, mais l'atmosphère était complètement différente. Le procureur Hoffman se tenait devant le juge Wilson avec un nouveau procureur adjoint à ses côtés. Christine et Alex n'étaient pas présents. « Votre honneur »
commença Hoffman, l'État demande officiellement l'abandon de toutes les charges contre Marcus Johnson. De plus, nous demandons à consigner au procès-verbal nos conclusions dans l'affaire connexe contre Christine Johnson et Alexander Mercer. Requête accordée, dit le juge Wilson. Monsieur Johnson, veuillez vous lever. Marcus se leva, les mains tremblant légèrement. Marcus Johnson, toutes les charges contre vous sont par la présente abandonnées. Le procès-verbal indiquera que vous avez été entièrement disculpé de tout acte répréhensible dans cette affaire. Vous êtes libre de partir, avec les excuses de la Cour pour votre détention injustifiée. Merci, votre honneur, dit Marcus, la voix chargée d'émotion. Monsieur le procureur, vous pouvez présenter vos conclusions. Hoffman fit un signe de tête à un enquêteur du FBI qui s'approcha du devant de la salle avec plusieurs dossiers. Votre honneur, je suis l'agent spécial Larson de l'unité des crimes financiers du FBI. Notre enquête a révélé une conspiration sophistiquée entre Christine Johnson et Alexander Mercer. L'agent afficha des documents sur un écran pour que la Cour puisse les voir. Le montage a commencé il y a environ 2 ans, lorsque Madame Johnson et Monsieur Mercer ont entamé une relation personnelle. D'après les aveux de Monsieur Mercer obtenus hier soir, Madame Johnson l'a approché avec cette idée après avoir appris les détails de la police d'assurance vie de son mari. Marcus écoutait avec une horreur croissante, tandis que l'agent Larson décrivait le complot contre lui. Monsieur Johnson avait souscrit une police d'assurance vie de 5 millions de dollars avec une clause spéciale qui serait payée même s'il était reconnu coupable d'un crime. Ce n'est pas inhabituel pour les professionnels de la finance de haut niveau qui veulent protéger leur famille des pires scénarios. L'agent passa à une nouvelle diapositive montrant des relevés bancaires. Madame Johnson, qui gérait l'entreprise secondaire de la famille, avait accès aux signatures électroniques et aux informations personnelles de Monsieur Johnson. Monsieur Mercer, qui avait précédemment travaillé chez Morgan & Williams Financial Group, connaissait leur système et les comptes des clients. Ensemble, ils ont créé des virements frauduleux qui semblaient provenir de Monsieur Johnson. Ils ont établi des comptes offshore au nom de Monsieur Johnson, sans qu'il le sache. Madame Johnson a soigneusement construit un récit de problèmes de jeu qui n'ont jamais existé. L'agent Larson continua. Leur plan était d'obtenir la condamnation de Monsieur Johnson, de percevoir les 5 millions de dollars de l'assurance et de disparaître avec cet argent et les 2,3 millions de dollars détournés des comptes des clients. Le juge Wilson regarda Marcus. Monsieur Johnson, étiez-vous au courant de tout cela? Non, votre honneur, répondit Marcus. Je n'avais aucune idée de la liaison, du complot, ni même que Christine avait accès à ma signature électronique. La salle d'audience était silencieuse, tandis que l'agent Larson révélait plus de détails. La preuve la plus accablante vient de Monsieur Mercer lui-même, qui coopère pleinement avec les autorités en échange d'une certaine clémence dans la sentence. Il a fourni des récits détaillés de la manière dont Madame Johnson a reproduit la signature de son mari et créé de fausses preuves. Un écran vidéo montra Alex Mercer dans une salle d'interrogatoire. C'était l'idée de Christine, dit Alex sur l'enregistrement. Elle m'a approché après avoir appris l'existence de la police d'assurance. Elle a dit que Marcus était trop concentré à être le père de l'année pour remarquer ce qui se passait avec leurs finances. Elle pensait qu'il le méritait pour ne pas lui avoir donné le style de vie qu'elle voulait. Marcus ferma brièvement les yeux, la douleur de cette trahison l'envahissant. Le juge s'adressa ensuite aux jumelles. Aliyah et Imani Johnson, voudriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Les filles se levèrent, se tenant nerveusement la main. Cette cour souhaite reconnaître votre courage extraordinaire, en particulier vous, Imani, dont les enregistrements ont fourni la preuve clé qui a libéré votre père. Vos actions nous rappellent que la justice peut venir de sources inattendues. Imani baissa les yeux, mal à l'aise avec cette attention. Que arrivera-t-il à notre mère? Demanda soudainement Aliyah. L'expression du juge Wilson s'adoucit. Madame Johnson et Monsieur Mercer font face à plusieurs chefs d'accusation de crime, notamment la fraude, le détournement de fonds, le parjure et le complot. Ils auront leur propre procès dans les mois à venir. Pour l'instant, ils restent en détention. Après l'audience, la famille fut escortée dans une salle de conférence privée où des représentants du FBI, du bureau du procureur et des services de protection de l'enfance attendaient. Monsieur Johnson, dit une femme en tailleur gris, je suis Patricia Dawson des services de protection de l'enfance. Compte tenu des circonstances inhabituelles, nous devons établir le meilleur arrangement de vie pour vos filles. Elles seront avec moi, bien sûr, dit fermement Marcus. Nous comprenons, mais il y a des procédures à suivre. Votre situation financière est compliquée en ce moment, et nous devons assurer un logement stable. L'agent spécial Turner expliqua. Malheureusement, les actifs de votre famille resteront gelés pendant l'enquête sur les crimes de Madame Johnson.
La maison de Dorchester est actuellement considérée comme une preuve dans l'enquête pour fraude. Alors, on ne peut pas rentrer à la maison ? Demanda Alia. Pas dans votre maison de Dorchester ? Pas encore, confirma l'agent Turner. Des fonds seront débloqués pour les nécessités de base, mais cela peut prendre du temps pour démêler les actifs légitimes des actifs frauduleux. Marcus parut dépassé. Alors, nous n'avons ni maison ni argent ? Nous pouvons vous aider avec ça, dit Madame Dawson. Il existe des programmes d'aide aux victimes qui fournissent un logement temporaire et un soutien aux familles dans des situations comme la vôtre. Oncle James posa sa main sur l'épaule de Marcus. Et tu m'as, moi et Martha. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Alors qu'ils quittaient la réunion, ils eurent une autre surprise dans le couloir. 3 des anciens collègues de Marcus de Morgan & Williams Financial Group attendaient. Richard Taylor, le patron de Marcus, s'avança. Marcus, nous te devons des excuses. Nous aurions dû te soutenir. Ce n'est rien, dit Marcus. Les preuves semblaient réelles. Nous aimerions aider, continua Richard. L'entreprise a arrangé un poste de consultant à court terme pour toi, pendant que tu te remets sur pied, et plusieurs clients qui ont entendu la nouvelle ont déjà appelé pour demander si tu pouvais de nouveau gérer leur compte. Pour la première fois depuis son arrestation, Marcus sourit sincèrement. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes s'étaient rassemblés en nombre encore plus grand qu'auparavant. La famille essaya de sortir discrètement, mais un journaliste les repéra. Les voilà. Monsieur Johnson. Imani. Des flashs de caméra explosèrent autour d'eux. Des microphones furent tendus vers Imani. Imani, comment avez-vous su qu'il fallait enregistrer votre mère ? Êtes-vous la détective silencieuse qui a résolu l'affaire ? Marcus protégea les jumelles des caméras. Pas de questions, s'il vous plaît. Mes filles en ont assez vu. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, Imani entendit quelqu'un crier « Le Boston Globe l'appelle la détective silencieuse qui a dévoilé la trahison de sa mère ». Une fois en sécurité dans la voiture d'oncle James, Alia se tourna vers sa sœur. « Tu es célèbre maintenant, Imani. » Imani secoua la tête. « Je ne veux pas être célèbre. Je veux juste qu'on aille bien. » Marcus tendit la main en arrière pour lui serrer la main. « Nous irons bien, ma chérie. Cela prendra peut-être du temps, mais nous allons nous reconstruire. » Ce soir-là, ils se rassemblèrent dans le salon d'oncle James pour regarder les nouvelles. L'affaire Johnson était devenue le principal sujet d'actualité de toutes les chaînes de Boston. Le consultant financier Marcus Johnson a été entièrement disculpé aujourd'hui, annonça le présentateur, après que sa fille de 9 ans, Imani, a fourni des enregistrements révélant une conspiration choquante entre sa femme, Christine, et son amant, Alexander Mercé. L'écran montra Christine emmenée hors du palais de justice, menottée, suivie d'images d'Imani marchant avec son père, le visage partiellement caché. Des sources indiquent que les enregistrements ont capturé Christine Johnson admettant avoir reproduit la signature de son mari et créé de fausses preuves pour le piéger pour détournement de fonds. Le mobile, une police d'assurance de 5 millions de dollars qui serait versée à sa condamnation. Les nouvelles passèrent aux réactions de la communauté juridique. Cette affaire sera étudiée dans les facultés de droit pendant des années, commenta un expert juridique. Elle met en lumière de graves lacunes dans la manière dont les preuves sont évaluées, en particulier dans les crimes financiers impliquant la famille. Marcus éteignit la télévision. C'est assez pour ce soir. Alors que les jumelles se préparaient à dormir dans la chambre d'amis, Imani était assise tranquillement, se brossant les cheveux. Alia bondissait sur le lit, encore en train de tout assimiler. « Je n'arrive pas à croire que maman ait fait ça, » dit Alia. « Est-ce qu'elle nous a vraiment aimés ? » « Je ne sais pas, » répondit doucement Imani. « Mais papa nous aime assez pour deux. » Marcus apparut à la porte. Au lit, les filles. Alors qu'il les bordait, Alia demanda « Que se passe-t-il demain, papa ?»« Demain, nous commencerons à chercher un endroit où vivre. Quelque chose de petit mais de bien. Et je parlerai à votre école pour savoir quand vous pourrez retourner en classe. Les gens parleront de nous ?» s'inquiéta Alia. « Probablement, » admit Marcus. « Mais nous affronterons cela ensemble. » Il leur embrassa le front et éteignit la lumière. Avant de partir, il s'arrêta à la porte. « Imani, dit-il doucement, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait était extraordinaire. Mais tu n'as plus besoin d'être la détective silencieuse. Tu peux juste être une enfant maintenant, d'accord ?» Imani hocha la tête dans l'obscurité, mais alors que son père fermait la porte, elle se demanda si c'était possible. Le monde semblait différent maintenant. Elle avait vu des choses que la plupart des enfants de 9 ans ne voient jamais. La trahison,
Les mensonges, le système judiciaire. Elle ne pouvait pas oublier ces choses, ni les leçons qu'elle lui avait apprises. 6 mois après la disculpation de Marcus Johnson, par un froid matin de janvier, la famille Johnson monta une nouvelle fois les marches du palais de justice du comté de Suffolk. Cette fois, ils n'étaient pas là en tant qu'accusés ou victimes cherchant justice. Ils étaient là pour assister à la fin d'un chapitre douloureux de leur vie. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda oncle James aux jumelles alors qu'elles se tenaient dans le hall du palais de justice, tapant des pieds contre le froid hivernal. Alia hocha fermement la tête. « Nous devons voir ça arriver. » Imani dit simplement, « Je veux entendre ce qu'elle dit. » Dans la salle d'audience bondée, Christine Johnson était assise à la table des accusés dans une combinaison de prison, ses cheveux autrefois parfaits maintenant ternes et tirés en une simple queue de cheval. Alex Mercer était introuvable. Il avait déjà reçu une peine réduite de 8 ans en échange de son témoignage contre Christine. Marcus guida les jumelles vers des sièges près du fond, essayant de ne pas attirer l'attention. Cela ne fonctionna pas. Les têtes se tournèrent et des chuchotements suivirent lorsque les gens reconnurent la famille des nouvelles. La juge Sandra Williams entra et la cour se leva. Une fois tout le monde assis, elle s'adressa directement à Christine. « Madame Johnson, vous avez été reconnue coupable de fraude, de détournement de fonds, de parjure et de complot. Avant de prononcer votre sentence, les victimes ont le droit de faire des déclarations d'impact. » Elle regarda vers Marcus. « Monsieur Johnson, souhaitez-vous vous adresser à la cour ?» Marcus serra les mains des jumelles avant de se diriger vers l'avant de la salle d'audience. Il se tint droit, regardant directement Christine. « Votre honneur, lorsque j'ai été injustement emprisonné, j'ai perdu beaucoup de choses. Ma liberté, ma réputation, ma sécurité financière. Mais ces choses peuvent être reconstruites. » Sa voix devint plus forte. « Ce que Christine a volé à nos filles est bien pire. Elle a volé leur confiance dans le monde. Elle a volé leur innocence d'enfant. Elle les a forcées à devenir des détectives et des témoins, alors qu'elles auraient dû être simplement des enfants. » Christine fixait la table, refusant de croiser son regard. « Je ne suis pas ici pour chercher vengeance, » continua Marcus. « Je suis ici parce que nos filles avaient besoin de voir la justice se faire à la lumière du jour, pas dans des chuchotements et des secrets. Elles avaient besoin de voir que la vérité compte. » Il se tourna légèrement vers les jumelles. « Malgré tout, ces filles ont montré plus de courage et d'intégrité que beaucoup d'adultes que je connais. Elles sont mes héroïnes, et elles s'épanouiront malgré ce que leur mère a fait. » Alors que Marcus retournait à son siège, la juge Williams hocha la tête d'un air pensif. « Merci, monsieur Johnson. » Elle se tourna vers Christine. « Madame Johnson, souhaitez-vous faire une déclaration avant la sentence ?» Christine leva enfin les yeux. « J'ai fait des erreurs, dit-elle d'un ton plat. Je me suis laissée entraîner par la mauvaise personne et j'ai pris de mauvaises décisions. » Imani fronça les sourcils à cette non-excuse, notant comment sa mère refusait toujours d'assumer l'entière responsabilité. La juge Williams sembla remarquer la même chose. « Madame Johnson. Les erreurs, c'est oublier de payer une facture ou dire quelque chose de blessant sous le coup de la colère. Ce que vous avez fait était une conspiration calculée à long terme pour piéger un homme innocent, le père de vos enfants, pour des crimes que vous avez commis. Vous étiez prête à l'envoyer en prison pendant des décennies pendant que vous preniez son argent et abandonniez vos enfants. » La juge compulsa ses papiers. « Christine Johnson, je vous condamne à 18 ans de prison fédérale. Vous purgerez un minimum de 12 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. » Alors que la sentence était annoncée, Alia attrapa la main de son père. Imani observait attentivement le visage de sa mère, mémorisant chaque détail alors que Christine était emmenée par les huissiers. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes criaient des questions, mais Marcus guida les jumelles à travers la foule sans un mot. Une fois dans leur voiture, il se tourna vers elle. « C'est fini maintenant, » dit-il doucement. « Nous n'avons plus besoin d'y retourner, à moins que vous ne le vouliez un jour. »« Je ne veux pas, » dit rapidement Alia. Imani resta silencieuse un moment. Elle n'a jamais vraiment dit pardon. Marcus hocha tristement la tête. « Je sais. Et c'est sa perte, pas la nôtre. » 2 mois plus tard, par une belle journée de mars, la famille Johnson se tenait dans l'allée d'une maison modeste mais joyeuse à Jamaïca Plain. Un camion de déménagement était garé à l'extérieur et des amis aidaient à porter les meubles à l'intérieur. « Notre propre maison à nouveau, » dit Alia en tournant en rond sur la pelouse avant. Après la condamnation de Christine, la cour avait libéré une partie de leurs actifs. Ce n'était pas assez pour acheter une autre maison à Dorchester, mais cela leur a permis d'acquérir cette maison plus petite dans un quartier convivial. À l'intérieur, mademoiselle Danielle Sédet a organisé la chambre des jumelles.
Elle était devenue une visiteuse régulière dans leur vie, offrant un soutien bien au-delà de son rôle d'enseignante. « Imani, où voudrais-tu ton bureau ?» demanda-t-elle. Imani désigna un endroit près de la fenêtre. « Là, s'il vous plaît. Je peux voir toute la rue d'ici. » Marcus observait depuis le seuil de la porte, souriant de l'intérêt continu de sa fille à observer tout ce qui l'entourait, mais maintenant elle le faisait avec joie plutôt qu'avec méfiance. « Papa » appela Aliyah d'en bas. « Oncle James est là avec le panneau. » Marcus descendit pour trouver James et Richard Taylor, portant un grand panneau en bois. Peint en lettres bleues nettes, on pouvait lire les mots « Fondation Second Regard ». « C'est parfait », dit Marcus en passant la main sur la surface lisse. Le bureau en ville est presque prêt aussi. La Fondation Second Regard avait commencé comme une idée pendant les jours les plus sombres après l'arrestation de Christine. Maintenant, avec le soutien de collègues et des dons étonnamment généreux, elle devenait une réalité. Un centre de ressources pour les familles de personnes injustement accusées. Richard tapa sur l'épaule de Marcus. Le monde des affaires est derrière toi. Ce qui t'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. Nous avons déjà identifié 3 autres cas qui nécessitent un examen, ajouta oncle James. L'un d'eux ressemble beaucoup au tien. Un conjoint piégeant potentiellement son partenaire pour des crimes financiers. Pendant que les adultes discutaient des affaires de la fondation, Aliyah rebondissait entre eux avec des nouvelles de son club, les enfants pour la justice. 3 autres écoles ont créé leur propre section, annonça-t-elle fièrement. Nous avons une réunion commune la semaine prochaine. Mademoiselle Daniels nous y conduira. Aliyah avait canalisé toute son énergie dans le plaidoyer, devenant une voix passionnée pour l'équité d'une manière qui impressionnait les adultes et inspirait d'autres enfants. Dans la cuisine, grand-mère Martha organisait un petit dîner de fête. Elle était devenue un élément essentiel de leur nouvelle structure familiale, passant plusieurs jours par semaine à la maison de Jamaïque Kaplan. « Imani, pourrais-tu m'aider avec ces assiettes » appela-t-elle. Tandis qu'Imani disposait les couverts, Martha lui sourit. « J'ai entendu dire que ta rédaction avait remporté le concours de l'État. Je suis si fière de toi. » Imani hocha la tête, toujours mal à l'aise avec les éloges. Sa rédaction, La vérité en silence, avait non seulement remporté la première place dans sa catégorie d'âge, mais avait été demandée par plusieurs organisations de psychologie de l'enfant. Il l'utilisait pour former des professionnels à reconnaître les signes de traumatisme familial et de résilience. « Ils veulent que je la lise à une conférence, » dit doucement Imani. « Vas-tu le faire ? » Je pense que oui. Papa dit que ça pourrait aider d'autres enfants. Plus tard dans la soirée, alors que les amis et les sympathisants se rassemblaient autour de leur nouvelle table à manger, Marcus leva son verre de cidre pétillant. « À de nouveaux départs, dit-il, et à vous tous qui nous avez soutenus lorsque les choses étaient au plus sombre. » La conversation coula de source, abordant les objectifs de la fondation, les réussites scolaires des jumelles, et même la nouvelle que le comté de Suffolk avait établi de nouveaux protocoles pour l'évaluation des preuves dans les crimes financiers impliquant la famille, directement à cause de leur cas. Après le dîner, alors que tout le monde aidait à nettoyer, Mademoiselle Daniels prit Marcus à part. « Avez-vous entendu parler du gala de collecte de fonds le mois prochain ? Plusieurs organisations communautaires veulent soutenir la Fondation Second Regard. » Marcus hocha la tête. « Ils m'ont demandé de parler. En fait, je pensais que les jumelles pourraient dire quelques mots aussi, si elles le veulent. » Aliyah sautera sur l'occasion, rit Mademoiselle Daniels. « Mais Imani, je sais que parler en public n'est pas son truc. Mais elle a dit quelque chose l'autre jour qui m'a vraiment frappé. Je pense que les gens ont besoin de l'entendre de sa bouche. » 1 mois plus tard, la famille Johnson se tenait en coulisses dans la salle principale du centre communautaire de Boston. La première collecte de fonds officielle de la Fondation Second Regard avait attiré plus de 300 participants, dont des professionnels du droit, des chefs d'entreprise et des familles de personnes ayant fait face à des accusations injustifiées. Aliyah vibrait pratiquement d'excitation dans sa nouvelle robe. « J'ai répété mon discours 20 fois, papa. Je sais que tu seras incroyable, » l'assura Marcus en ajustant nerveusement sa cravate. Imani se tenait tranquillement à côté d'eux, serrant un petit morceau de papier avec seulement quelques lignes écrites dessus. « Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne le veux pas, » lui rappela Marcus. Imani leva les yeux vers lui. « Je veux le faire. Je suis prête. » Lorsque Marcus fut présenté, les applaudissements remplirent la salle. Il parla brièvement de son expérience et de la mission de la Fondation. Fournir des ressources, une assistance juridique et un soutien émotionnel aux familles déchirées par des accusations injustifiées. « Mais ce soir, il ne s'agit pas de moi, » conclut-il. « Il s'agit des véritables héroïnes de mon histoire, mes filles. » Aliyah monta la première sur scène, sa voix forte et claire malgré son jeune âge.
Elle parla avec passion de la justice, de la lutte pour la vérité et de la manière dont les enfants peuvent faire la différence. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que nous ne pouvons pas défendre ce qui est juste, déclara-t-elle sous des applaudissements enthousiastes. Puis ce fut le tour d'Imani. Le public se tut alors que la